8h36, Jean-Vincent Placé, notre invité, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours là. non, mais vous êtes là, pas plus que les autres, voilà. Pas moins. J'ai vu ça sur Twitter Oui, aussi. vous avez vu ça vous aussi sur Twitter. Bon, c'est pas grave. Ouais. Pacte de stabilité. Franchement, qu'auriez-vous fait? Vous êtes sénateur, bon, vous n'êtes pas député, qu'auriez-vous fait? Déjà, je suis intervenu. Je suis intervenu mardi soir devant le Premier ministre et une grande partie du gouvernement pour dire ce que j'en pense. Tout simplement, déjà que c'est la conséquence du traité européen qu'à l'époque j'avais souhaité qu'on renégocie, ce qui était d'ailleurs un engagement de campagne de François Hollande. Et je pense que le péché originel du quinquennat, c'est de s'être mis. Je vais pas dire d'ailleurs des propos excessifs. C'est pas le carcan de Bruxelles. Moi, je suis pro-européen. Je pense qu'il faut qu'il y ait des règles. Mais quand on est dans une situation économique au niveau de la zone euro comme cela. On dit l'euro est un peu trop cher. On a du mal à intervenir sur la politique monétaire. On a mis peu d'harmonisation fiscale et économique. Serrer à 3% les déficits dans chacun des pays, alors que justement on a besoin d'un peu de relance. Et je dis même pas d'ailleurs de relance. On pouvait renégocier le traité. Mais vous savez, Jean-Jacques Bourdin, on ne le saura jamais, parce qu'on n'a même pas essayé. Et y compris, il y a... C'est la faute initiale pour vous de François Hollande. C'est le péché originel qui fait que ça impacte l'ensemble du quinquennat, qui donne très peu de marge de manœuvre. Et moi, je le dis, je suis pour les économies. Je ne suis pas pour faire flamber les déficits. Je suis même pour qu'on aide les entreprises. Mais pas dans ce carcan. Ce qui manque dans le discours qui est à peu près le même que ce qui était tenu, c'est la même politique, c'est celle du président de la République. Elle a été menée par Jean-Marc Ayrault. Elle est menée aujourd'hui par... c'est la même que celle de Nicolas Sarkozy sur ce terrain-là. Non, parce que je pense que Nicolas Sarkozy serait allé plus loin encore sur, je dis bien encore, sur la réduction des prestations sociales. Mais, vous voyez, là, il manque dans ce discours de Manuel Valls, et ce que d'ailleurs, y compris à un moment Jean-Marc Ayrault avait abordé il y a un an, c'est la question des investissements d'avenir. Il faut une politique d'investissement tant au niveau national que au niveau européen. Et quelque part, je suis sûr qu'on en parlera, le sujet Alstom montre aussi qu'il y a un problème de politique industrielle. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on aide les entreprises, elles vont se débrouiller toutes seules, c'est la main invisible du marché. On va serrer le kiki, si j'ose dire, de l'État et des collectivités locales, on va faire des économies. C'est pas totalement idiot. Vous voyez, moi, sur la question de la réduction du nombre de régions, on en avait déjà parlé, la suppression des conseils généraux, le fait qu'on fasse moins de communes, plus d'agglomérations, il y a plutôt des bonnes choses. Il y a plutôt aussi des bonnes choses, par exemple, sur la sécurité sociale. Mais nous, les écologistes, on le dit depuis très longtemps. Le système productiviste, aujourd'hui, crée des dizaines de malades, des centaines de malades, des milliers de malades, et il y a une possibilité, une politique de prévention, et d'autre part, de lutte aussi contre les excès de l'industrie pharmaceutique. Il y a là moyen de faire des économies. Donc, vous voyez, moi, j'essaie de tenir un discours équilibré. On touche pas aux prestations sociales. On essaie d'économiser sur le train de vie de l'État et des collectivités locales. On aide les entreprises de façon plus ciblée que ce qui a été proposé. Et on a une politique de relance par investissement avec un État stratège. Donc, vous voyez, le canevas que moi je propose, il est clair. C'est ce que j'ai dit mardi soir au Premier ministre. Et c'est là où on peut faire justement une conversion écologique de l'économie, ce qui est essentiel. On le voit sur la question énergie, transport, Alstom, Siemens, General Electric. 2 ans après, nous sommes le 2 mai. Est-ce que vous croyez encore en François Hollande, franchement? Soyons francs. Vous voyez, déjà, j'ai le mot dubitatif, donc il n'y a pas d'enthousiasme, ça c'est sûr. Moi, je viens de... Est-ce que vous croyez encore en François Hollande? J'ai une petite formule pour dire, et c'est déjà une réponse de fait à votre question, c'est que je pense qu'il y a une autre politique, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre majorité possible dans ce quinquennat. Donc à partir de ce moment-là, moi, si j'ose dire, Nicolas Sarkozy à un moment avait dit de Jacques Chirac, j'ai décidé de lui faire confiance. Donc, ce qui est déjà très révélateur. Moi, je ne dirais pas j'ai décidé de lui faire confiance, mais je pense il n'y a pas d'autre majorité, et donc à partir de ce moment-là, je suis obligé de lui faire confiance. Non, c'est-à-dire qu'il faut aider. C'est-à-dire que c'est terrible ce que vous dites. Vous raisonnez en termes de majorité, mais les Français eux ne raisonnent pas en termes de majorité, Jean-Vincent Placé. Ce que j'ai dit vous êtes sur un terrain purement politicien. Non, je ne crois pas, Jean-Jacques Bourdin, parce que... Mais comment c'est comme dans tout... C'est-à-dire que vous êtes avec une politique, vous êtes très dubitatif sur la politique conduite. D'ailleurs, François Hollande qui avait dit... Jamais une seule politique possible. Vous vous souvenez de ça? C'est Cécile Duflot qui a rappelé cette phrase. Quelle que soit, c'était au Bourgeois. Quelle que soit la gravité de la situation, ajoutait François Hollande. Ce qui veut dire que vous êtes dubitatif sur la politique suivie. Vous dites, il y a d'autres politiques à envisager, mais vous êtes obligé
d'accepter cette politique pour des raisons purement politiciennes. Non, je suis pas d'accord pour dire pour des raisons purement politiciennes. Alors, pour quelle raison ? Parce que je ne confonds pas déjà la droite et la gauche. Hein. Je me souviens de ce que c'était avec Nicolas Sarkozy. Oui. Je me souviens de ce que c'était par rapport au message sur les étrangers, le discours de Grenoble de Nicolas Sarkozy, la politique encore plus sèche sur les questions sociales. Et puis il y a aujourd'hui le danger de l'extrême droite. Et je le dis aussi pour compléter le tableau de ce qu'est aujourd'hui l'environnement de la politique française, c'est que l'offre plus à gauche que les écologistes, par exemple, c'est Jean-Luc Mélenchon, le front de gauche. Moi, je ne suis pas dans l'opposition de gauche. Enfin, mais vous êtes dans l'opposition aujourd'hui ou dans la majorité ? Non, je suis dans la majorité et je suis dans un soutien sans participation. Alors, bien sûr que la formule est un peu datée. Avec beaucoup de députés qui votent contre. Et vous pouvez penser que il y a un aspect politicien, mais moi, je pense pas. Je pense qu'il y a un aspect, je vais vous dire, ça va peut-être vous faire sourire et je suis même pas sûr. C'est un aspect de devoir. La gauche, elle est rarement au pouvoir. Vous êtes par devoir, vous soutenez par devoir François Hollande. Bien sûr, parce que il faut faire en sorte qu'il y ait plus de signaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les plus défavorisés dans notre pays, les plus précaires, les plus pauvres, ils sont en grande difficulté. Et bien, vous savez, on réussit à convaincre. Aujourd'hui, ils ne vous écoutent pas. Vous avez vu que déjà en 2 ans, il y a déjà au moins 41 députés socialistes qui nous écoutent davantage. Ceux qui se sont abstenus mardi. Et moi, je le dis très clairement, je me serais plutôt abstenu pour répondre à la question initiale. Je me serais plutôt abstenu si on avait voté au Sénat. Donc il y a quand même un renforcement du rapport de force parlementaire sur la question sociale, sur la question écologique. Et moi, je le dis, je ne veux pas être contre François Hollande, je ne veux même pas être contre Manuel Valls. Mais vos électeurs ne vous comprennent pas quand vous dites ça. Vos électeurs, déçus terriblement. Comment ? Je crois que... Alors, ils ne sont pas déçus par François Hollande, vos électeurs ? Ah si. Ah bah oui. Moi aussi. Vous êtes très déçu par François Hollande. Très déçu, je suis déçu, oui, ça suffit déjà, bien sûr. Les deux premières années, oui, je suis déçu. Bon. Mais comme il nous en reste 3 et que je considère que les urgences écologiques et sociales sont là. Donc vous êtes forcé d'y croire. Non, mais je suis pas forcé d'y croire. Non, Jean-Jacques Bourdin, parce qu'il y a une différence entre vous et moi, c'est que vous êtes avec le sourire, malgré tout à la fois un intervieweur, mais aussi essentiellement un observateur et un analyste, ce qui est normal. Moi, je suis, et j'essaye, pas toujours facile, d'être un acteur de la vie politique. Donc de peser, de faire en sorte que, d'une part, bien sûr, nous nous renforcions sur nos idées dans l'opinion, et ça c'est le moment des élections, les élections européennes qui arrivent, j'espère qu'on en parlera. Et puis, d'autre part, il y a le Parlement. Et au Parlement, nous renforçons les écologistes. Un soutien nous aurions dû rester au gouvernement plus social et plus écologiste. La décision de ne pas participer au gouvernement a été prise dès la nomination de Manuel Valls, Cécile Duflot et Pascal Canfin ont avalé trop de couleuvres. C'est cette ligne-là qui l'a emporté, c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Une élue. C'est un fait. Écologiste, c'est un fait. Bon, c'est un fait. C'était une démarche personnelle, quoi. Non. J'ai eu l'occasion de le dire il y a un mois, parce que ça rejoint le débat de savoir si je reviens ou pas. Il y a un mois, j'ai eu l'occasion de dire que voilà, une décision avait été prise, qu'elle avait été soutenue par le Conseil national, donc c'était une décision collective et solidaire. Et j'ai dit que moi-même, j'étais en solidarité avec cette décision. Europe Écologie Les Verts, vous êtes formidable, parce que vous arrivez dans le même groupe à voter contre, à vous abstenir, à voter pour. Ça, c'est remarqué, ça c'est très fort, ça. C'est ce que j'ai vu mardi, hein. Ça c'est très fort. Oui. Je vous dis rien, Non, vous ne dites rien, oui. J'écoute avec beaucoup d'attention. Oui, mais je sais. Et Ségolène Royal, vous la croyez très écologiste ? Est-ce que d'abord ses débuts sont satisfaisants ? Oui, je trouve que j'ai eu l'occasion d'avoir une réunion de travail avec elle dès sa prise de fonction. D'une part, elle était déjà ministre de l'environnement, mais tout à la fois, c'est pas à l'époque les mêmes sujets sur la table, la même importance, le même poids dans la vie politique française. Et puis surtout à l'époque, Ségolène Royal n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Il y ait par le président de la République, et là j'en suis très content, vous voyez, quand je suis content, je le dis. Quand je suis pas content, je le dis. Ça a l'intérêt de la sincérité. Et quand on met quelqu'un qui a fait 17 millions de voix comme Ségolène Royal à l'élection présidentielle, qui a été au deuxième tour, sur le ministère de l'écologie, mais dans le temps, on n'aurait jamais fait ça. On aurait. Vous dites c'est un bon signe. Ça veut dire aujourd'hui. Non, mais ça veut dire aujourd'hui. Exactement. Qui était un ministre important. Ça veut dire aujourd'hui que
c'est un ministère régalien. C'est-à-dire qu'on considère que l'écologie, c'est extrêmement important, c'est structurant, tout autant que l'économie, les finances, les affaires étrangères. Mais moi, je l'avais salué. J'avais salué le Grenelle de Jean-Louis Borloo, donc j'ai pas de problème. Et c'est pour ça que je suis très à l'aise. Et je veux la réussite de Ségolène Royal. Mais j'ai compris. Dans le même débat. C'est-à-dire que les urgences écolo sont-elles pour la planète, la faune, la flore, la biodiversité, les dérèglements climatiques, tous ces sujets-là. Eh bien, Ségolène Royal est pensée à bras-le-corps, alors de façon socialiste, on le voit bien, notamment sur les questions liées à la fiscalité écolo, l'écotaxe. Je vais en parler. Voilà. Ne vous inquiétez pas avec ça. J'ai trouvé très concentré sur le sujet, et je connais ses compétences et son charisme. Très bien, vous l'avez encensé. Maintenant, je vais vous poser une question directe. Avant-hier à l'Assemblée nationale, voilà ce qu'elle a déclaré. L'action des bonnets rouges était tout à fait légitime et même plutôt saine. Non, vous êtes d'accord ? Non, je participe pas, je ne partage pas cette opinion. Parce que lorsqu'il y a autant de violence, et c'est valable pour l'ensemble des manifestations, quand il y a autant de violence et qu'on détruit du matériel public comme les portiques et la façon dont ça s'est passé à Quimper, parce que j'ai de la mémoire aussi, eh bien non, ce n'est pas légitime. Donc là, vous êtes en désaccord. La loi sur la transition énergétique, qu'on attend toujours, attendu pour juillet. Nous verrons bien ce qu'il y aura dans cette loi. Conseil des ministres fin juin. Voilà, Conseil des ministres fin juin. L'écotaxe terminée, d'après ce que dit Ségolène Royal, mais qui cherche à remplacer... Non. Pour être précis, Joseph Bourdin, elle dit ça après les européennes. Oui, mais elle a dit ça ici même, la première fois. Est-ce qu'elle a expliqué, elle a développé ses idées de vignettes aux frontières pour les transporteurs. Vous êtes favorable, mais c'est pas possible, non, au niveau européen? Ça se discute. C'est-à-dire ça se discute parce qu'effectivement nos amis allemands, eux, disent c'est pas possible, c'est dérogatoire au droit européen, y compris certains de mes propres camarades élus européens. À un moment, il faut quand même essayer. Oui, alors dans ce cas-là, ça sert à rien qu'il y ait un débat à la Commission européenne et Barroso décide de tout. Mais moi, je veux qu'on réfléchisse. Par exemple, moi, j'ai fait une mesure qui va un petit peu dans le même sens, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on fait une exonération pour les 200 premiers kilomètres. Voilà. C'est pas fait exprès pour faire la dérogation Brest-Rennes, voyez-vous. Mais ça veut dire aussi que quand on veut aider plutôt les petits transports, ce que j'appelle un peu le cabotage routier, on peut exonérer par exemple les 200 premiers kilomètres. Vous voyez, ça c'est une mesure assez simple. On peut exonérer les petits camions. On peut exonérer les petits camions pour faire des transports très ciblés pour le flux tendu, le zéro stock. Ça vous va ? Ah, mais bien sûr. Bien sûr, ça c'est la bonne idée que nous portons. Moi je vais même vous dire, et pourtant je suis pas un fanatique de la participation publique dans le capital, moi je suis quasiment pour renationaliser les sociétés d'autoroutes. Vous demandez la renationalisation ? Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, c'est quand même des entreprises qui bénéficient, y compris des aides qu'on est en train de faire. C'est quoi la compétitivité internationale et la concurrence qu'ont les autoroutes ? Enfin, franchement, c'est pas un service public ça, les autoroutes. On se retrouve à avoir privatisé à peu de coûts, dans des conditions, limites, y compris de relations par la suite des uns et des autres avec la société en question. Eh bien, aujourd'hui, ça fait 2 milliards de bénéfices. 2 milliards de bénéfices. Voilà. Donc moi je suis pour une contribution exceptionnelle des sociétés d'autoroutes. On a par les sujets écotaxes, parce qu'on parle de la taxe, mais on ne parle pas à quoi ça sert. Ça sert à financer les 120 dossiers de transport collectif dont on a besoin en France, sur les bus, sur les tramways, sur les RER, etc. 800 millions. Eh ben, ces 800 millions-là, avec une vision plus offensive sur ce que je vous ai dit, le cabotage routier, exonération des petits camions, vision sur les grandes distances. Prenons pas les étrangers, prenons les grandes distances. Vous voyez, comme ça, je pense sous un autre angle. Et une taxation exceptionnelle des sociétés d'autoroutes. Ben voilà, je les ai mes 800 millions. Et je crois que Ségolène Royal est dans ce débat-là. Rien ne bouge. Ségolène Royal est contre toute idée de changer les taxes. Pas vous. Évidemment. Non, mais je vais être franc. Moi, j'avais dit à l'époque aux plus hautes autorités de l'État, y compris au ministre du Budget qui à l'époque était Jérôme Cahuzac, il faut pas, en politique, il faut tout à la fois être volontaire, mais il faut pas être suicidaire. Et donc, quand on fait des taxes 3 ans de suite, ça ne marche pas. L'automne dernier, sans que ça soit légitime, le mouvement des bonnets rouges, on vient d'en parler, à un moment ça veut dire une exaspération. C'était d'ailleurs le ministre de l'économie de l'époque, Pierre Moscovici, qui avait dit un ras-le-bol fiscal. Enfin bon, voilà, c'est l'histoire du papier pyromane. Mais c'est quand même pas très intelligent qu'on ait un quinquennat de faire des impôts chaque année. Donc à un moment, l'acceptabilité n'est plus possible. Donc moi, je vais pas revenir chaque année. Je le dis à mes amis aussi sur la fiscalité écolo. On est quand même le seul parti au monde qui met son objet social à côté
ne touche pas aux taxes sur le diesel. On est les seuls à mettre le mot écolo, enfin l'objet social du mouvement, à côté du mot fiscalité. On est quand même courageux quand même. Provisoirement, ne touche pas aux taxes sur le diesel, provisoirement. Moi, je me retrouvais tout à fait dans la nécessité de ce que disait Jean-Marc Ayrault, c'est-à-dire non, ils se remettent à plat la fiscalité, mais sans l'accroître et surtout pas par rapport aux plus défavorisés. Alstom, vous préférez Siemens. Oui. Où est l'État? Dites-moi. Non, mais moi, on me dit, est-ce que tu as quelque chose de personnel avec Arnaud Montebourg, tu t'acharnes, etc. Non, je m'acharne pas, j'ai rien du tout contre la personne. Mais c'est quand même pas normal de découvrir un dossier aussi stratégique qui pèse sur un achat de 12,5 milliards d'euros, ou alors on nous ment, ou alors il y a quand même une incompétence absolue. Enfin, on découvre on découvre un dossier comme ça. Donc il est incompétent et il fait du vent pour cacher cette incompétence. C'est quand même incroyable. Ou pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Non, mais le dossier. Oui, vous avez parlé d'incompétence. Non, mais le dossier, j'ai pas un mot à rajouter là-dessus, ni à enlever. Le dossier Alstom Siemens, on le connaît depuis 10 ans. D'ailleurs, à l'époque, et ça c'était une erreur à mon avis sur le plan stratégique d'ailleurs, de penser qu'on pouvait faire tout seul. Il faut qu'on fasse au niveau européen. Donc on n'aurait pas dû fermer la porte à Siemens de cette façon-là il y a 10 ans sous Sarkozy. Moi, ça fait plusieurs années, parce que je connais bien le sujet des transports. Je dis, mais pourquoi on fait une compétition comme ça avec les Allemands sur tous les marchés? Vous savez ce qu'on a fait? On a fait la compétition en Asie, notamment en Chine et en Corée, pour vendre nos TGV. ICE pour Siemens, TGV pour nous. Nous, on est Alstom, on est en Corée, eux, ils sont... c'est beaucoup d'argent. Ils sont en Chine. Mais pire encore, on a transféré la technologie. C'est-à-dire qu'on a donné la technologie aux Chinois et aux Coréens, qui maintenant nous battent sur les marchés publics du monde. Et par exemple, au Brésil, ce sera plutôt, à mon avis, un Asiatique qui va emporter le marché. J'ai rien contre les Asiatiques en soi, mais plus sérieusement, c'est quand même incroyable. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve à courir après les Américains sur un projet qui quand même pose un problème sur la question stratégique de l'énergie. Vous voyez, et on arrive avec une offre bricolée avec les Allemands qu'on a bloqués pendant 10 ans. Enfin, où est la vision stratégique? C'est quand même incroyable. Où est l'État stratège? Où est l'État stratège? L'État est absent. Et pourquoi est-ce que l'État est absent? Pourquoi? D'une phrase, le débat qu'on a sur les aides aux entreprises, CICE, sur les exonérations. Voyez-vous, c'est quelque part tout à la fois une forme de paresse intellectuelle et tout à la fois une forme de Ponce Pilate en me disant de toute façon ce sont les entreprises qui font. C'est-à-dire qu'il y a une forme de démission intellectuelle. L'État s'est trompé sur SFR, a choisi le mauvais cheval. Ben oui, et là l'État est absent, ignorant de ce qui se passe chez Alstom. Je vais vous dire quand j'ai, c'est je suis même pas sûr que ce soit bien que je dise ça, mais ça va peut-être vous faire plaisir, c'est que quand j'ai vu que Montebourg était sur le dossier SFR à soutenir l'offre Bouygues, je me suis dit logiquement ça devrait être numéricable. Et là, quand je vois malheureusement, alors que nous sommes d'accord sur l'orientation, que il soutient de façon bricolée en 3 jours le dossier Siemens, je me dis que c'est plutôt bon pour les intérêts de General Electric. Il y a une forme de boussole qui indique le sud, là, qui devient quand même assez navrante. Alors voilà, j'essaie de le prendre avec le sourire et faire un peu d'humour. J'espère que ça sera compris. Mais très sincèrement, je trouve ça désolant. Désolant et je le répète par rapport aux propos liminaires, la question de l'État stratège sur le plan industriel et pas pour les industries du passé, mais justement pour une conversion, pour aller sur ce qui est fort et dynamique, l'agroalimentaire, l'énergie renouvelable, le numérique, la santé. Nous sommes très forts sur tous ces sujets-là. C'est incroyable. C'est incroyable de rater de vos solutions écologiques. Il n'en veut pas. Donc il y a le débat relance par l'investissement par les infrastructures et l'État stratège industriel. Voilà les 2 défaillances majeures des 2 premières années. Dites-moi, je constate que vous n'avez pas quitté mon plateau. Mais non, vous n'êtes pas parti. Vous savez pourquoi? C'est que d'une part, il y a de l'information et des échanges et je pense du respect. Et puis d'autre part, je me suis aperçu de cela, c'est qu'on est en direct déjà. Oui, ici je peux vous dire une chose, je ne referai plus jamais, puisque vous faites allusion à l'émission de Canal, le supplément, je ne referai plus jamais une émission enregistrée. Parce que même ce qui n'a pas été vu, c'est que la discussion que j'ai avec l'intervieweuse, il y a beaucoup de coupes en réalité. Et c'est plus du tout la même chose. Mais on ne devrait même plus en faire. Et je vais vous dire, j'ai fait l'erreur de faire ça, d'y aller notamment pour ça. Alors finalement, qui a raison? C'est vous? Vous avez tout payé? Oui.
Tout est payé. Depuis le 6 janvier. C'était pas très difficile de vérifier parce que j'ai passé 6 jours avec, j'allais dire, votre confrère, mais je veux pas être désobligeant parce que, en fait, c'est aujourd'hui une certaine façon de faire du sensationnalisme avec peu de déontologie. Et c'est pas très bien. J'ai passé 6 jours avec la personne qui m'a posé des questions très nombreuses et très légitimes d'ailleurs. Oui. Si vous avez posé la question, il aurait eu la réponse, il aurait eu les documents et hop, l'histoire était réglée. Merci Jean-Vincent Placé, 8h56, vous êtes sur RMC, BFM TV.